Vous vous retournez et vous ne trouvez plus votre enfant malgré que vous ayez crié plusieurs fois son prénom. Eh bien, prenez ce sentiment de terreur et imaginez-vous la même chose, mais cette fois-ci non pas dans un supermarché, mais dans une forêt. C'est l'histoire terrifiante que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec quelques petits détails croustillants en plus bien sûr. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Dimitri. C'est un Américain de 37 ans au moment des faits. Ouais, je suis conscient que Dimitri ça fait pas américain sur le coup, mais comme je change les prénoms des gens, au feeling, bah voilà, ce sera Dimitri pour cette histoire. En fait, notre petit Dim est papa d'un jeune garçon qu'on va nommer Noah et qui est âgé de 7 ans. D'ailleurs, c'est pas si simple car il est le seul parent de Noah car malheureusement, sa femme est morte 3 ans avant que cette histoire ne commence. On n'a pas plus de détails sur les circonstances, mais ça ne changera rien à cette histoire de toute façon. Alors, l'année scolaire est en cours et justement, une sortie scolaire est organisée par l'école de son fils. Et forcément, l'école demande s'il y a des parents volontaires pour les accompagner. Je pense qu'on a tous eu ça un peu, même moi j'en avais donc bon. Dimitri, c'est avec plaisir qu'il se porte volontaire puisque, comme il le dit, à cause de la mort de sa femme, il est devenu un papa poule de fou. Avant cet événement, il était un petit peu plus distant avec son fils. C'est pas qu'il en voulait pas, mais comme il le disait, il n'y avait pas cette connexion. Et bah malheureusement, c'est le seul parent qui s'est porté volontaire pour venir pendant une excursion dans un musée dans l'état. Ce qui fait que malheureusement, il n'y aura que le professeur et Dimitri pour surveiller une vingtaine d'élèves. Dimitri nous dit qu'il apprend ça le jour J devant le professeur. Bon, c'est pas grave, il nous dit que les élèves sont vachement calmes et assez disciplinés dans l'ensemble. Ce qui ne va pas inquiéter le prof et Dimitri. Alors oui, cela aurait été mieux qu'il soit plus, mais bon, pas grave. Ils vont rester paquets dans le musée et ça devrait le faire. On est aux environs de 8h du matin et le prof fait l'appel. Il note qui est présent et qui est absent. Il manque juste un élève qui est malade. Toute la classe d'élèves et les surveillants vont aller sur le parking de l'école car ils doivent attendre le bus. Et justement, il arrive. Tu te doutes bien, c'est un beau petit bus jaune et tout bien. C'est américain quoi. Tout le monde monte dans le bus et direction l'endroit où se trouve le musée. Dimitri nous dit que c'est une petite heure de trajet, donc voilà, ça passe assez vite en vrai. La visite au musée se passe super bien pendant le reste de la matinée et arrive le midi. Il y a une sorte de cafétéria dans le musée et ils vont s'installer là pour manger, sachant que chaque élève a ramené son propre manger dans son sac. D'ailleurs, il y a un des élèves qui n'avait pas du tout de quoi manger dans son sac et les élèves se sont mobilisés et hop, il avait donc un repas pour manger. C'était assez cool à voir, il nous dit. Alors franchement, plutôt cool de leur part, il n'y a pas de raillerie ou quoi en mode haha, lui il a pas de quoi manger. Allez, le repas étant passé, la visite reprend et c'est super cool. Même Dimitri prend du plaisir dans cette visite. Il voit que son gamin est épanoui et c'est trop cool du coup. Il est 16h30 maintenant et tout le monde est de nouveau sur le parking pour attendre le bus qui va les reconduire à l'école. Bon, 10 minutes passent, 15 minutes. Là, le professeur appelle l'école pour savoir qu'est-ce qui se passe et on lui apprend que le bus a un peu de retard, mais il va bien arriver. Et c'est le cas, 5 minutes après, il arrive. Autant vous dire que les élèves s'installent directement dans le bus comme des crêpes. Ils ont 7-8 ans et ils étaient debout une bonne partie de la journée. Et ils apprenaient des trucs, alors le cerveau il est un petit peu en ébullition. Même Dimitri à ce moment-là il est fatigué. Même si les élèves sont sages, faut quand même les rappeler à l'ordre, bien vérifier qu'ils sont là tout le temps. Faut en accompagner un aux toilettes, etc. Bon, c'est quand même un peu fatigant. Le trajet se passe plutôt bien et ça fait 30 minutes environ que le bus roule quand d'un coup, le bus part vraiment en cacahuète. Et Dimitri, il sent que le bus y tangue et que le conducteur, il doit faire des grands gestes pour essayer de reprendre le contrôle du véhicule. Là, c'est un très gros coup de stress pour tout le monde. Les quelques élèves qui étaient en train de dormir se sont directement réveillés. Forcément, le bus s'arrête précipitamment et à ce moment-là, ils sont sur une route au milieu de nulle part. Des deux côtés de la route, c'est la forêt. Le conducteur du bus descend et Dimitri nous dit qu'il rassure les élèves et tout. Et le conducteur remonte pour leur dire que l'un des pneus est mort de chez mort. Ce qui fait que le professeur va appeler de nouveau l'école pour savoir ce qui se passe et le conducteur de son côté appelle son agence et tout. Ce qui va être convenu, c'est qu'un nouveau bus va être envoyé pour chercher les élèves, Dimitri et le prof. Quant au bus, des professionnels vont également venir pour s'en occuper. Et là, l'attente devient vraiment longue. Les élèves sont épuisés de fou. Il y a des élèves qui veulent sortir dehors, t'en as qui veulent faire pipi et tout, bref c'était calme avant et là ça devient un petit peu l'enfer. Sachant qu'ils ne sont que 2 pour s'en occuper. Et justement, à un moment, 2 élèves veulent aller faire leurs besoins. Et depuis tout à l'heure, c'est Dimitri qui emmène les élèves faire pipi dans la forêt. Enfin, à l'entrée de la forêt un peu cachée, normal quoi. Et là, pour ces 2 élèves qui veulent se soulager, c'est le prof qui décide que ça va lui faire de bien de se dégourdir les jambes également. Dimitri, quant à lui, s'occupe du reste des élèves. Enfin, il les surveille plutôt, il est lessivé. C'est le vendredi, il a une grosse semaine.
Et là, heureusement, c'est le week-end. Il est pressé d'une chose, c'est rentrer chez lui tranquillement. Alors ouais, sauf qu'il est pas au bout de ses surprises. Le temps passe, ça fait 2 minutes que les élèves sont partis, 5 minutes, bon, peut-être qu'il y a eu plus qu'un pipi, peut-être qu'il y a eu un bon gros caca. Ouais, c'est un thread d'horreur, je sais, et je parle de caca. J'en ai conscience, c'est pas facile de raconter des histoires. Dimitri, il commence à se dire que c'est long, et surtout, il stresse un peu, parce qu'en fait, l'un des 2 élèves qui est parti faire pipi, c'est son fils Noah. Il dit qu'à ce moment-là, il a la jambe qui tremble tout seul, et qu'il a qu'une envie, c'est d'aller vérifier ce qui se passe. Il demande alors au conducteur s'il veut bien surveiller une petite minute les enfants. Le conducteur lui dit « Ouais, y a pas de souci, let's go ». Dimitri descend du bus et il nous dit que quand il met son premier pas par terre, il a un mauvais ressenti. Il sait pas comment le décrire, mais il sait que cette situation, elle pue du cul. Il décide de passer derrière le bus pour aller vérifier vers l'endroit où il emmenait les élèves faire pipi. Sauf qu'il ne voit rien. Alors il revient vers la route et il regarde aux alentours s'il peut voir quelque chose et non, il voit pas grand chose. Du coup, il retourne voir le conducteur pour lui dire qu'il va checker un peu plus en profondeur car là, ça devient perturbant. Il ressort du bus et va de l'autre côté de la route pour regarder. Sauf qu'en regardant la route d'un peu plus près, il remarque un truc chelou. Il voit plein de bouts de verre sur la route et il comprend mieux pourquoi le bus a eu un pneu complètement mort. Là, Dimitri commence à lâcher des petits « Noah, Noah, Monsieur Smith, vous êtes là ?» Là après, il se met à gueuler « Noah, réponds !» Aucune réponse, Dimitri, il est dans un état de stress de fou. Il se dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a foutu ce prof de merde à emmener mon gosse je sais pas où. Si seulement c'est moi qui l'avais emmené faire pipi, on n'en serait pas là. Bon, là ça y est, Dimitri se met à courir dans tous les sens. Il repasse devant le bus pour demander au conducteur si son fils est revenu. Et la réponse, c'est non. Du coup, Dimitri fonce vers l'autre côté de la route et s'enfonce un peu plus profond. Et là, c'est la stupeur. Il voit le professeur. Sauf qu'il voit ce fameux prof en train de faire un truc impensable. Il est par terre, allongé. Et aux alentours, il n'y a pas de Noah ou de l'autre élève. Dimitri se précipite sur le prof et il voit qu'il est inconscient. Il décide de le secouer et enfin, le prof revient à lui. Et il a un sursaut de fou. Dimitri lui demande où est Noah. Et le prof, il est dans le coltard de fou, mais Dimitri insiste. Et il lui dit sérieusement, il est où ? Le prof est toujours en train de se réveiller, si je puis dire, et Dimitri enlève la main de sa tête. Et quand il retire sa main, il peut voir que sur sa main, il y a clairement du sang dessus. Là, il se dit « Ah ok, c'est quoi ce délire en fait ?» Il va alors checker de l'arrière de la tête du professeur et là, il y a un truc qui s'active dans sa tête. Il comprend et il voit que le prof a été frappé par quelque chose de contendant. Alors là, avec du recul, il sait que c'est pas forcément la meilleure chose à faire dans ce cas-là, mais c'est comme ça qu'il a agi et point barre. Les 48 heures après un enlèvement sont les plus cruciales, alors pas une minute à perdre. Il s'est mis à courir dans la forêt comme un fou. Il réveille le chien de chasse qui est en lui. À noter, avant d'aller plus loin, que Dimitri a été dans l'armée. Et il l'est toujours, mais avec un poste plus administratif que sur le terrain. Mais il reste bien en forme quand même. Il court comme un fou dans la forêt et il nous dit qu'il ne saurait pas décrire le sentiment qu'il a reçu, mais la forêt est vaste. Il pourrait hésiter pour prendre tel chemin ou tel chemin. Mais non, sur le moment, il sait pertinemment quel chemin prendre. Enfin, c'est même pas lui qui décide, c'est plus son corps qui agit de manière naturelle. Et tant mieux pour lui, puisque comme il s'enfonce dans la forêt, la lumière du soleil est moins présente. Mais Dimitri sent qu'il touche au but, et là, à une 50aine de mètres, il voit une cabane. Il se dit « Ok, c'est 100% ici, sinon je comprends pas ». Il va directement arrêter de courir, et là il va passer en mode furtif. Il avance discrètement, et il se déplace d'arbre en arbre, caché derrière un buisson. Il essaye de prendre une position pour voir s'il peut glaner des informations, mais pour l'instant, rien du tout. Il n'y a aucun cri émis, aucun son provenant de cette cabane. Mais il est quand même convaincu que son fils se trouve ici. Il en est convaincu et en même temps, c'est son seul espoir. Il est plus qu'à quelques mètres de la cabane et en faisant un tour, il a pu remarquer qu'il n'y a qu'une entrée et aucune fenêtre. Alors, il n'a pas le choix, c'est de passer par la porte principale. Il arrive à se rapprocher très discrètement encore et il pose sa main sur la poignée. Il la fait tourner en essayant de faire le moins de bruit possible. Et miracle, la porte s'ouvre sans faire de bruit. Il l'ouvre suffisamment pour passer et à l'intérieur, il tombe directement sur une sorte de salon miteux. C'est rempli de détritus un petit peu partout. Sur sa gauche, une partie kitchenette et sur la droite, un canapé défoncé. Et encore sur la droite de ce canapé, il y a une porte entrouverte mais de même pas 10 cm. Sauf qu'au moment où il remarque cette porte, tous ses doutes vont se confirmer. Il entend un homme à la voix rauque et cassée, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Par contre, il peut entendre une voix assez jeune essayer de parler, mais le son est étouffé, comme si elle avait un bâillon dans la bouche.
Dimitri, il cherche pas à comprendre plus que ça. Il s'avance encore doucement jusqu'à cette fameuse porte et il voit l'homme passer devant. Il se dit alors qu'il a un avantage certain. Il décide de lui ouvrir la porte directement dessus. Il jette un regard sur sa gauche et il croise le regard effrayé de son fils. Il en faut pas plus à Dimitri pour tabasser cet homme. Il nous passe les détails, mais bon, apparemment, il lui met ce qu'il méritait. À tel point que le gars n'est plus vraiment en état de faire quoi que ce soit. Il est par terre, la gueule en sang. Dimitri se rue alors vers Noah et lui enlève le torchon qui était dans sa bouche. Il le prend dans ses bras et réconforte son fils. Il lui dit que tout va bien, maintenant papa est là. Très peu de temps après, il fait de même avec l'autre élève. Bon, sans dire que papa est là, ça va de soi, mais il lui dit qu'il est en sécurité maintenant. Il prend son téléphone dans sa poche et tente d'appeler la police. Non, il tente parce que le réseau en forêt, c'est pas le meilleur truc du monde. Il fait sortir les enfants avec lui de la cabane et au bout d'un moment, vu que c'est pas en plein milieu de la forêt non plus et c'est pas nulle part, à un moment, il arrive à choper assez de réseau pour appeler. Et il appelle en expliquant en vite fait ce qui vient de se passer. Il explique vers où il se trouve, comme quoi sur la route il y a un bus qui est arrêté et qu'il faut foncer dans la forêt jusqu'à trouver cette foutue cabane qui servait à un vieux pervers. L'opérateur au bout du fil lui demande si l'individu est encore là. Et Dimitri lui dit qu'il l'a tabassé clairement et que normalement il ne devrait pas bouger. Mais n'étant pas sûr, Dimitri va reprendre les enfants et se diriger vers la cabane de nouveau. Une fois à l'intérieur, l'homme est toujours par terre. Du coup, Dimitri va chercher un petit peu dans la cabane pour trouver de quoi ligoter ce gars, histoire de ne pas devoir le gérer pendant qu'il rassure les enfants et que ce mec fasse une petite dinguerie. Là, Dimitri nous dit qu'il a attendu une éternité avant que des policiers arrivent à les trouver. Ça a pris au moins une bonne heure. Après ça, Dimitri et Noah ont été emmenés au poste de police le plus proche, histoire de mettre par écrit ce qui s'était passé. Noah a expliqué qu'ils étaient en train de faire pipi tranquillement sur 2 arbres différents, quand même assez proches l'un de l'autre, et ils ont pu entendre un cri venant de leur professeur derrière. Ils ont essayé de se retourner pour voir d'où ça venait, mais le gars les a attrapés, et il leur a directement mis une espèce de torchon dans la bouche, histoire qu'ils ne puissent plus parler, et il les a forcés à marcher dans cette forêt jusqu'à la fameuse cabane. Une fois à l'intérieur, il leur a dit qu'ils allaient passer un peu de temps ensemble, et que maintenant, leur nouvelle vie serait ici, et qu'ils devraient s'y habituer. Il leur a même donné des nouveaux prénoms, il leur a expliqué plein de règles absurdes à suivre, et que s'ils ne les respectaient pas, ils seraient sanctionnés. Après cette déposition, Dimitri et son fils ont été raccompagnés par une patrouille de police jusqu'à leur domicile. Et bizarrement, devinez quoi, cet homme était connu des services de police pour des actes similaires. Il était sorti de détention depuis 1 an et demi. Suite à ça, il a été condamné de nouveau et cette fois-ci, et au vu de son âge, il finira ses jours en prison. Il y a juste un point qui n'a jamais été résolu dans cette affaire. Le pneu a été crevé par des clous et des bouts de verre disposés sur la route. Selon le vieil homme, il dit que ce n'était pas lui. Alors, est-ce que c'était une coïncidence ou bien un stratagème de sa part pour faire en sorte que des gens soient obligés de s'arrêter afin de faire ce qu'il avait à faire? Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Comme je vous avais mis dans l'intro, effectivement, imagine, tu perds ton enfant, t'es en mode, mais il est où dans le supermarché? Tu te dis, peut-être qu'il va être à l'accueil, etc. Des fois, on te dit, oh, le petit Thibaut est à l'accueil et il attend son papa. C'est déjà effrayant dans un supermarché qui est hyper grand et tout, parce que clairement, quelqu'un peut le prendre. Mais là, dans une forêt, au milieu de nulle part, j'imagine même pas le stress de Dimitri. Heureusement qu'il avait un instinct de fou et que je pense qu'il fasse partie de l'armée et tout, ça l'a aidé avec des compétences que forcément tu apprends là-bas. Clairement, ça fait flipper. Voilà, qu'on se le dise. Mais voilà, du coup, on va passer au prochain thread d'horreur. Allez hop, on commence avec ce second thread d'horreur, mais avant ça, une petite intro. Je suis Delcor et je vais te raconter aujourd'hui 4 threads d'horreur, dont un qui est déjà passé si t'as capté. Celui-ci, il m'a été partagé par une abonnée, et ça se passe si jamais toi aussi tu veux raconter une histoire, enfin partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Et celui-ci va parler d'enlèvement. Il y a beaucoup de threads qui vont parler d'enlèvement dans cette vidéo. Alors je préfère prévenir, je viens de finir de raconter cette histoire, mais je vous le mets au début, voilà, parce que en fait, petit trigger warning, l'histoire parle à un moment d'agression S. Et si t'es pas à l'aise avec le sujet, je t'invite peut-être à passer cette histoire. Voilà, si t'es encore là, on va passer à l'histoire de notre abonné. Allez, je commence direct, je lis le petit message un petit peu et après je passe à la 3e personne. Salut, j'ai découvert ta chaîne un peu par hasard et depuis je la laisse tourner en boucle sur la télé. J'adore vraiment comment tu racontes les choses. Je me suis un peu tâté mais je me lance, je souhaite te raconter mon histoire. Tu en feras ce que tu en voudras, si tu veux la raconter, aucun souci, tu as mon feu vert. Et sinon, tu connaîtras mon histoire.
Notre abonnée du jour s'appelle Aurélie et elle a maintenant 40 ans. Mais l'histoire que je vais vous raconter remonte quand elle avait 6 ans. C'était les vacances d'été et comme chaque vacances, elle et sa famille allaient à la campagne dormir dans leur maison familiale. Et ils retrouvaient avec joie son tonton, sa tata, son cousin et sa cousine. De leur côté, ils étaient 3. Il y avait sa maman, son grand frère Pascal et bien évidemment Aurélie. Un soir, après avoir mangé, ils ont décidé de jouer à cache-cache car c'était une maison de 200 mètres carrés avec un sous-sol énorme et un extérieur énorme aussi, qui donnait sur une forêt. Donc un terrain de jeu parfait pour un cache-cache. Il faisait encore bien jour vu que c'était le plein été. Et comme ils y vont toutes les vacances depuis tout petit, ils connaissent les lieux par cœur. Ils ont juste pas le droit de s'enfoncer dans la forêt. La limite autorisée, c'est qu'ils puissent voir la maison. Le jeu débute, son frère commence à compter. 1, 2, 3. Aurélie court direction la forêt et ils n'avaient pas vraiment pensé à limiter le terrain pour le cache-cache. Ils étaient vraiment tout jeunes, le plus vieux étant son frère qui n'avait que 8 ans. Donc la voilà partie dans la forêt. Elle entend pas mal de bruit, des craquements, mais logique, il y a des animaux. C'est à la campagne. Peu de maisons autour, donc les animaux vivent leur plus belle vie. Elle s'enfonce un peu dans la forêt et entend une voix qui lui dit « Viens, c'est ici, regarde ». Mais c'était une voix, comme un chuchotement, mais adulte. À ce moment-là, elle peut pas dire si c'était une femme ou un homme, c'était trop bizarre. Petite, elle était naïve, curieuse, et c'est vrai qu'elle était aussi aventurière et inconsciente. Elle a eu un peu peur, mais rapidement, Aurélie décide d'aller en direction de cette voix. Plus elle avance, plus la voix s'éloigne vers le cœur de la forêt. Mais elle continue à suivre cette voix qui lui dit en boucle la même phrase. « Viens, c'est ici, regarde ». D'un coup, elle est projetée au sol. Elle ouvre ses yeux, mais elle ne voit vraiment rien. Elle se dit « Bon, j'ai dû glisser, j'ai pas fait gaffe et mes pieds se sont pris dans une branche ». Elle se lève et elle veut du coup faire demi-tour. Mais elle entend à nouveau « Viens, c'est ici, regarde ». Aurélie va en direction de la voix et demande fort « C'est qui? Tu veux me montrer quoi? T'es un mini-pouce » Mini-pouce, c'est un dessin animé qui date du club Dorothée. Et elle y croyait à fond à 6 ans. Là, il y a un silence qui s'ensuit, puis à nouveau, viens, c'est ici, regarde. Et là, elle entend des miaulements de chatons, ou en tout cas, ce qu'elle croit être des miaulements de chatons. Alors là, amoureuse des animaux, elle court. Forcément, elle veut voir le chaton. Elle veut le sauver, l'adopter. Elle se voyait déjà, suppliant sa mère pour que la famille le garde. Et elle entend à nouveau cette voix. Viens, c'est ici, regarde. Et là, Aurélie commence à se dire que cette voix, c'est une voix d'homme, et même qu'elle l'a déjà entendue. La nuit commence à tomber, mais elle y fait pas trop gaffe. Il fait pas tout à fait nuit, juste sombre, genre début de coucher du soleil. Elle court et là, nouvelle chute. Mais cette fois, elle en est sûre, elle a bien trébuché. Mais sur quoi? Elle a l'impression que ce n'était pas ses pieds qui s'étaient pris dans une branche, mais plus ses chevilles. Comme il faisait sombre, elle regardait vraiment le sol pour justement ne pas tomber. Elle se lève et ne voit rien. Aurélie est myope depuis petite, mais elle ne portait pas de lunettes à cette époque. Donc sa vue était un peu amoindrie. Elle voyait quand même bien, mais un peu moins qu'un enfant qui avait 10 sur 10. Et ça a son importance, c'est pour ça que je le précise. Du coup, elle a un peu mal et elle se met un peu en colère. En plus, il y a un truc bizarre, c'est qu'elle n'entend plus le chaton. Ça la saoule et elle se dit qu'elle veut rentrer, mais en même temps, elle se dit que c'est méchant de laisser le chaton seul. Alors, elle a une idée. Elle va rentrer, le dire à son frère, son cousin et sa cousine et ensemble ils reviendront. Soit dans la nuit en cachette, soit tôt le matin pour le nourrir et pourquoi pas le ramener à la maison. Donc décision prise, Aurélie veut rentrer. Mais pas le temps de repartir, elle entend cette voix et les miaulements reprennent. Et là elle se fait la remarque. Bizarre, le chaton miaule que quand le monsieur a fini de parler. Aurélie a mal au ventre et d'un coup, alors qu'elle ne se posait aucune question, elle commence à se sentir observée et en danger. Elle avait peur et dans sa tête, il y a eu une sorte d'alerte qui lui disait « faut partir d'ici ». Elle réalise qu'elle est seule dans une forêt, qu'un homme l'appelle et qu'elle est sans défense. En plus, elle a désobéi car il n'avait pas le droit de s'enfoncer dans la forêt et elle a abandonné sa famille qui devait la chercher. Il faisait désormais totalement nuit et là, pas le temps de partir bien loin. Après avoir fait quelques mètres, elle tombe à nouveau, projetée au sol, et elle sent une main qui l'attrape par les cheveux. Puis une main lui cache les yeux. C'est un homme, c'est sûr. Son parfum, c'est un parfum pour homme. Il est fort. Elle se débat, elle essaye de le mordre, et bim, elle prend une baffe. Ferme-la, laisse-toi faire Lily. Là, elle se dit mais il me connaît. Sa maman et sa famille proche l'appellent Lily. Sa voix lui dit quelque chose, mais elle n'arrive pas à mettre de visage dessus. Puis il lui cogne la tête plusieurs fois sur le sol. Il l'étrangle et plus rien. Lorsqu'Aurélie se réveille, elle est seule. Son pantalon a été retiré. Elle a du sang sur la bouche, une énorme bosse à l'arrière du crâne et elle a mal partout. Malgré cela, elle se rhabille, ne réfléchit plus trop et commence à courir. Il fait très nuit et elle ne sait pas où elle va. Elle pleure, sa gorge lui fait très mal, probablement à cause de l'étranglement. Soudain, elle entend son oncle qui l'appelle au loin, puis sa mère. Elle se dirige vers leur voix et crie faiblement « Maman, je suis là, au secours !» Sa mère la retrouve horrifiée par ce qu'elle voit.
Aurélie perçoit un regard de terreur, mais n'ose rien dire, ne sachant pas trop ce que ce regard signifie. Sa mère lui pose 1000 questions, mais avant qu'elle ait le temps de répondre, son oncle arrive en colère, lui hurlant dessus parce qu'elle s'était éloignée. Et elle a fait peur à tout le monde. De retour à la maison, son oncle lui ordonne « Douche et au lit, vite, tu mangeras demain ». Quand le corps souffre, l'esprit s'éveille. Il répétait toujours cela, et c'est pourquoi ces mots sont restés gravés dans la mémoire d'Aurélie. Mais dans la salle de bain, la panique s'empare d'elle. Il y a du sang sur ses cuisses et elle ressent également une légère douleur. La peur la submerge, elle pleure. Son frère entend ses pleurs et frappe à la porte, lui demandant qu'est-ce qu'elle a. Aurélie lui raconte, mais elle a peur de se faire gronder. Alors elle lui demande de le dire à leur mère en cachette. Par chance, leur oncle est allé se coucher et leur mère attendait qu'Aurélie ait fini de se laver pour la mettre au lit. Son frère va discrètement chercher leur mère. Lorsqu'elle arrive, son visage devient grave. Aurélie craint de se faire gronder, mais ce n'est pas le cas. Sa mère lui demande de tout raconter. Après cela, elle lui dit de ne pas se laver, de s'asseoir, de ne plus bouger et de ne rien toucher. Peu de temps après, la gendarmerie arrive et Aurélie raconte tout. Le lendemain, sa mère lui explique que dans la forêt, quelqu'un avait tendu un fil en plastique solide et transparent. Aurélie n'avait pas vu à cause de sa myopie et de l'obscurité. Une dame de la gendarmerie lui explique qu'un homme lui avait tendu un piège pour lui faire du mal et que c'était lui qui miaulait. C'est à ce moment-là qu'on lui parle d'abus physiques, d'agression, de plainte. Aurélie n'écoute plus vraiment, elle comprend simplement que c'est grave et que cela va gâcher les vacances. Les jours suivants sont passés entre l'hôpital et la gendarmerie. On lui achète des cadeaux et Aurélie se dit que malgré tout, cela a des avantages. À cette époque, les parents ne parlaient pas beaucoup des choses graves aux enfants et il n'y avait pas de registre ADN. Donc il était peu probable de savoir qui lui avait fait du mal. Les vacances se terminent sous une surveillance parentale renforcée, avec toujours sa mère, son oncle ou sa tante. Elle n'a pas de papa à ses côtés. Même s'ils s'amusent quand même, ce n'est plus aussi drôle que lorsqu'ils étaient libres entre enfants. L'ambiance est lourde, les vacances sont terminées et la vie quotidienne reprend son cours. Quelques mois passent et plus personne ne parle de cette histoire. Les vacances de Noël arrivent, Aurélie s'en souvient à cause des décorations partout. Ils fêtent Noël dans la maison familiale, qui est immense. La famille et des amis proches sont présents. Les enfants doivent dire bonjour à tout le monde et les bisous sont obligatoires, même si Aurélie n'en a pas envie. C'est comme ça. Elle commence à tourner, d'abord la famille, puis timidement les amis qu'elle connaît peu. Et là, son sang se glace. Le parfum de l'un des hommes, elle le reconnaît. Il l'embrasse et lui demande « Ça va Lily ?» Sa voix, c'est lui. Elle en est sûre à 100%. C'est lui qui lui a fait du mal. Mais c'est Noël, elle a peur, elle se sent très mal. Elle vient d'avoir 7 ans il y a quelques jours et elle ne sait pas quoi faire, elle ne dit rien. Elle essaye de profiter tant bien que mal de la soirée, mais elle ressent le besoin d'en parler. Les adultes ont bu, ce qui ne la rassure pas, elle garde tout pour elle. Le lendemain, ils ouvrent les cadeaux en famille, c'est un moment génial, mais une fois l'euphorie collective passée, Aurélie va voir son frère et lui raconte tout. Il la prend dans ses bras et lui dit qu'ils doivent en parler à leur mère. Ils appellent leur mère et Aurélie lui dit « C'est Thierry ». Sa mère la croit immédiatement, ce qui la surprend presque. Sa mère appelle les gendarmes et Aurélie entend son oncle crier que c'est n'importe quoi, qu'elle est trop petite pour se souvenir. Mais sa mère la soutient. Aurélie dit la vérité. Les gendarmes viennent la voir et lui posent des questions. Ils semblent ressentir la détermination d'Aurélie dans ses accusations, car ils la croient également et la prennent immédiatement au sérieux. Ils lui disent « Il ne t'embêtera plus, ne t'inquiète pas, on s'occupe de lui ». Aurélie est super contente. Même si elle ne comprend pas tout, elle se dit qu'il est méchant et qu'il va aller en prison. Et là encore, plus de nouvelles pendant plusieurs mois. Un jour, sa mère lui explique qu'elle va devoir tout raconter devant un avocat, puis devant des juges, un procureur et tout le tralala. Elle lui explique que les gendarmes ont arrêté Thierry, qu'ils ont fait des analyses et que c'était bien lui qui lui avait fait du mal. Arrive le jour du jugement, Aurélie a presque 8 ans. Thierry est jugé coupable d'agression S sur mineur de moins de 15 ans, de tentative de meurtre et d'agression physique entraînant un traumatisme. Apparemment, Aurélie avait vu une psychologue, mais elle n'en garde aucun souvenir. Thierry est condamné à 8 ans de prison ferme et doit verser une somme de 20 000 francs, environ 3 500 €. Lorsqu'Aurélie décide de raconter son histoire, elle appelle sa mère pour lui demander si elle se souvient de certains détails. Sa mère lui répond quelque chose de terrifiant. « Tu sais, Lily, j'ai su tout de suite que tu disais la vérité, car le soir de Noël, tout le monde avait bu, et Thierry a essayé de m'agresser dans la salle de bain. Je l'ai repoussé violemment et j'ai menacé de hurler, et il est parti. » Sa mère avait donné cette information aux gendarmes à l'époque, mais Aurélie ne l'avait pas su, ou peut-être qu'elle était trop jeune pour comprendre ou pour s'en souvenir. Sa mère lui dit également qu'au tribunal, Thierry avait avoué qu'il la croyait morte et que c'est pour cela qu'il l'avait laissée dans la forêt. Sinon, il l'aurait ramenée près de la sortie de la forêt. La juge lui avait demandé s'il voulait la tuer et il avait répondu que oui au début, pour qu'elle ne puisse pas parler, mais qu'il avait regretté en la voyant inerte.
La juge lui avait alors rétorqué qu'il n'avait pas dû beaucoup regretter, puisqu'il avait abusé d'elle alors qu'elle était inconsciente. Thierry avait répondu qu'il était partagé, mais qu'il valait mieux qu'elle soit morte pour tout le monde. Sympa le mec. Depuis cet événement, Aurélie a peur de la forêt, peur d'être dehors la nuit. Elle est devenue une maman ultra protectrice, et elle fait énormément de prévention autour d'elle. Ses enfants savent qu'ils peuvent absolument tout lui raconter, car elle les croira. Dès leur plus jeune âge, elle leur a expliqué les dangers, ne pas parler aux adultes qu'ils ne connaissent pas, ne pas suivre des inconnus, ne rien accepter sans son accord. Des choses qui peuvent paraître logiques mais que l'on omet parfois de dire, en pensant que ce qui est évident pour nous l'est aussi pour nos enfants. Et ces enfants n'ont jamais été obligés de faire des bisous pour dire bonjour s'ils n'en avaient pas envie, car elle se souvient à quel point elle détestait cela elle-même. Aurélie, elle a d'autres histoires terribles de son enfance, mais pour les autres, elle n'est pas encore prête à en parler. Mais celle-ci, elle la raconte plus facilement, car lorsqu'elle avait environ 20 ans, elle a appris que Thierry était décédé, et tant mieux. Voilà, encore un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Parce que là, effectivement, on est... Alors je vais pas dire que oui, quelqu'un qui suit dans la rue, c'est moins grave, mais quand même, là, il y a quelque chose, il y a de l'agression physique, et clairement, le mec voulait la laisser morte dans une forêt. Aurélie, quasiment, devrait pas nous raconter cette histoire en fait. C'est horrible à dire, hein, je sais, mais force à toi. Et cette conclusion, elle fait mal, donc je vais m'arrêter là, parce que clairement, ça fait pas du bien. Sachant que là, on parle d'une abonnée. C'est pas d'une histoire américaine que j'ai trouvée sur un site et tout. Là, c'est vraiment en France. Voilà, encore un grand merci, et on passe à la prochaine histoire. Thomas a 17 ans, il est turc et chaque année, il passe ses vacances dans son village en Turquie. Depuis environ 5 ans, un mystérieux cambrioleur fait parler de lui. Il s'introduit dans les maisons sans qu'on puisse savoir qui il est. Personne ne sait s'il s'agit d'un habitant du village ou non. En général, ce voleur agit l'hiver quand le village est presque vide, mais il a déjà frappé en été, alors que le village est bien rempli de vacanciers comme Thomas et d'habitants. Surtout des personnes âgées qui y vivent toute l'année. L'histoire que Thomas s'apprête à raconter se passe chez ses grands-parents. Leur maison est un peu particulière. Pour accéder à l'espace privé, il faut d'abord passer un portail qu'on ouvre facilement et qui est équipé d'une cloche pour signaler l'arrivée de quelqu'un. Ensuite, il y a des escaliers extérieurs qui mènent directement à la porte d'entrée, car la maison est suspendue. Il n'y a pas de rez-de-chaussée, juste un premier étage habitable. La maison a plus de 50 ans et chaque fois qu'on marche dedans, tout tremble et ça fait un boucan pas possible. Ce jour-là, Thomas est stressé après une longue journée. Il décide d'aller se poser chez ses grands-parents car ils ont une box internet et donc il peut profiter de la connexion gratuite. Quand il arrive, il se rend compte que ses grands-parents ne sont pas là. Ils sont partis en ville pour assister à un mariage, tout comme ses parents et la majorité des habitants du village. Il connaît à peu près tout le monde ici, c'est un petit village où tout le monde se fréquente. Il trouve la clé cachée à son emplacement habituel, entre et cherche à allumer la lumière, mais rien ne se passe. Intrigué, il va aller voir le compteur et réalise que le courant est coupé. Il trouve ça un peu bizarre mais se rassure en se disant que c'est sûrement son grand-père qui a voulu économiser de l'électricité, un truc qu'il fait souvent. Ce qu'il ne réalise pas tout de suite, c'est que d'autres maisons cambriolées dans le village avaient aussi leur courant coupé avant de se faire dévaliser. Mais à ce moment-là, Thomas il fait pas le lien. Il se retrouve donc seul chez ses grands-parents vers 20 h en train de scroller sur TokTok et YouTube, un peu perdu dans ses pensées. Il est rapidement 22 h et vu la journée stressante qu'il a passée, Thomas décide de s'endormir sur le canapé. Avant de fermer l'œil, il envoie un message à sa grand-mère pour savoir vers quelle heure ils rentreront. Elle lui répond qu'ils seront là vers 1 h du matin et qu'il peut dormir tranquillement. Ils feront en sorte de ne pas faire trop de bruit en rentrant. Thomas lui dit ok et il finit par s'endormir. Vers minuit, il se réveille brusquement à cause d'un bruit. Il pense d'abord que ce sont peut-être ses grands-parents qui rentrent, mais il réalise que ce n'est pas le bruit de la cloche accrochée au portail. Quelques secondes plus tard, il entend de nouveau ce bruit, mais cette fois, il constate qu'il vient du grenier. Son rythme cardiaque s'accélère d'un coup et l'adrénaline commence à monter. Thomas essaye de se rassurer en se disant que c'est sûrement des chats qui passent sur le toit, mais son instinct lui hurle que ce ne sont pas des chats, c'est quelqu'un. Il se lève doucement du canapé, essayant de ne pas faire de bruit, et se dirige vers la cuisine pour prendre un couteau, juste au cas où. Il se cache ensuite dans une chambre où sont entreposés des objets encombrants, prêts à tendre une sorte d'embuscade. Ses soupçons se confirment quand il entend des bruits de pas venant du grenier. Son souffle devient irrégulier, il commence à trembler de panique. Et là, dans la chambre où il est planqué, il remarque un petit trou d'environ 2 cm de diamètre dans le sol, qui n'a jamais été rebouché et qui donne sur une pièce en dessous. C'est à ce moment qu'il entend quelqu'un parler en turc à une autre personne. Il comprend alors qu'ils sont 3,
À ce stade, il sait qu'il n'a aucune chance si ces trois-là décident de venir sur lui. Il se dit qu'il doit trouver un moyen de les éloigner tout en restant en sécurité. Thomas élabore alors un plan assez fou. Faire trembler la maison pour leur faire croire qu'il y a un tremblement de terre. Il nous dit que c'est crédible car en Turquie, les séismes sont fréquents. Mais juste au moment où il s'apprête à mettre son plan à exécution, il entend la personne dans le grenier ouvrir le passage pour descendre. Il se précipite alors pour secouer la maison sans révéler sa présence. Et là, il les entend fuir. Thomas pense qu'il a réussi. Il récupère son téléphone qu'il avait laissé dans la panique et sort de la maison en criant pour alerter les voisins si quelqu'un est dans le parage. En tournant la tête vers la gauche, il aperçoit l'un des cambrioleurs, celui qui était dans le grenier, en train de courir. Il s'arrête à quelques mètres, fixe Thomas et lui fait un sourire malsain avant de reprendre sa course et de disparaître. Par chance, un des voisins de ses grands-parents n'était pas parti au mariage et il est sorti pour l'aider. Et Thomas reste chez lui en attendant que ses parents arrivent. En reprenant ses esprits, il réalise que ces cambrioleurs ont profité de ce jour, sachant que presque tout le village était au mariage. Il fait aussi le lien avec le compteur électrique coupé à son arrivée. Après ça, il rentre chez lui, mais il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ce sourire, il sait qu'il ne l'oubliera jamais. Voilà, il nous dit qu'il n'a rien inventé, que tout est vrai, et en espérant que ça ne nous arrive jamais. J'espère bien que ça m'arrivera jamais. Clairement, j'ai pas envie. Voilà. On va pas faire plus de conclusions. L'histoire est assez folle, je trouve. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. C'est l'été 1978 et Kylian vient de quitter le Canada pour s'installer à Kuala Lumpur, en Malaisie. À seulement 7 ans, il est tout excité par l'idée de découvrir ce nouveau pays et toutes les aventures qui l'attendent. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'une de ses premières aventures va être beaucoup plus sombre qu'il ne l'aurait imaginé. En attendant que la maison fournie par l'entreprise soit prête, sa famille loge à l'hôtel Hilton avec d'autres familles d'expatriés. Pour Kylian, élève en deuxième année, c'est un peu comme un voyage de camping, mais dans le luxe. Avec tous les autres enfants expatriés, il ne manque pas de copains avec qui jouer. L'un de leurs jeux préférés, c'est le cache-cache. Ils s'amusent à se cacher partout, même en prenant l'ascenseur pour explorer les 30 étages de l'hôtel ou les cages d'escalier. L'hôtel leur donne un faux sentiment de sécurité. Un jour, alors qu'ils jouent à cache-cache, Kylian monte seul dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage, le 30e. En sortant, il tombe sur un homme et une femme. Ils ont l'air d'avoir la trentaine et semblent être du coin. Rien de particulier, ils sont bien habillés et ne font pas peur à première vue. Mais rapidement, leurs actions lui font comprendre qu'il y a un problème. L'homme essaye de l'attraper par le bras, mais Kylian recule. Il se tient à environ 10-15 mètres d'eux, prêt à partir, mais sachant bien qu'il n'a pas vraiment de place pour fuir s'il décide de le suivre. Une confrontation silencieuse s'installe. L'homme, visiblement, essaye de le convaincre de venir vers eux, sans faire d'histoire. Probablement pour éviter d'attirer l'attention des autres clients qui pourraient se trouver sur cet étage. Kylian, lui, reste planté là, près de la rangée d'ascenseurs, alors que le couple se tient entre lui et la cage d'escalier. À ce moment-là, l'homme sort une barre chocolatée de sa poche et la lui tend. Pour la voir, Kylian devrait s'approcher, mais il n'a aucune intention de faire ça. Le couple sourit alors d'un air étrange, et Kylian sent bien que leur posture crie. On peut te sauter dessus à tout moment. Il se souvient même que la barre chocolatée avait des noisettes, et lui, il déteste ça. Quand l'homme comprend que Kylian ne va pas venir vers eux, sa posture change. Il se prépare à lui sauter dessus. Kylian, lui, sait que c'est le moment de courir. Juste au moment où l'homme semble prêt à agir, les portes de l'ascenseur sonnent. Quelqu'un descend à cet étage. Kylian ne se souvient plus de qui c'était, ni même à quoi cette personne ressemblait. Mais dès qu'il entend ce bruit, il se retourne et fonce, dépassant la personne pour se précipiter dans les portes ouvertes de l'ascenseur. L'homme et la femme, de leur côté, se retirent en silence. Peut-être vers leur chambre ou dans la cage d'escalier. Kylian n'en parle à personne et repousse cet événement au fond de son esprit pendant des années. Ce n'est que bien plus tard qu'il réalise à quel point cette petite chose a pu changer sa vie. Il ne se souvient plus de la personne qui est descendue à cet étage, mais il lui en sera éternellement reconnaissant. Quant au couple, il espère ne jamais les revoir. Et c'est pour vous dire que même dans un hôtel Hilton apparemment, donc il me semble que c'est quand même assez luxueux, hein, c'est pas parce que t'as des sous et tout que tu peux pas être creepy. Au contraire, parce que en ce moment, il y a un truc qui s'appelle l'affaire P. Diddy. Voilà, je sais pas, j'ai hésité à vous en parler ou pas, je savais pas si ça vous intéresserait. D'ailleurs, je vais en profiter là, est-ce que jamais ça vous intéresse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et peut-être qu'on fera un petit truc là-dessus. Voilà, je pose ça là sur la table, c'est qu'une proposition, c'est à vous d'accepter si jamais ça vous dit. Et ben j'espère que ces threads vous ont plu, si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous voulez 2 autres threads d'horreur, c'est par ici. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.